Vérifions. C'est bon, l'enregistrement est lancé. Parfait. Donc, résumons. On a créé une application MVC simple, ASP MVC simple. À l'intérieur de cette application, on a ajouté un contrôleur présentement qui a deux actions. Une action index, une action test. Et donc, avec ces deux actions, on a deux vues, une vue index, une vue test. Pour des raisons de simplicité, j'ai décidé de maintenir le nom des vues au même nom que les actions qui les appelaient. Mais on a spécifié tout à l'heure que ça pouvait être changé. On a vu aussi que le fait d'utiliser la syntaxe return view nous redirige directement vers la vue associée à l'action. Ça va? Alors que le fait d'utiliser return view et entre parenthèses une string qui est le nom de la vue pointée nous permet ou permet à un contrôleur d'avoir accès à toutes les vues se trouvant dans le même répertoire que lui. Et bon, je n'ai pas fait l'essai pendant la pause parce que j'étais en pause, mais je crois que l'erreur que j'ai faite tout à l'heure était tout simplement ceci. Donc, je vais y aller en disant, donc si je remonte d'un répertoire et que je vais dans student slash index. Donc, ça devrait me permettre d'attaquer cette vue-ci. Quoique, bon, essayons. Sinon, comme je vous dis, je prendrai le temps de tester correctement la syntaxe parce que je sais que ça se fait. Je semble juste savoir où vers une vue qui n'est pas dans le même répertoire que le nôtre. Donc, essayons une autre fois. Et voilà, aussi simple que ça. Parfait. Donc, on vient de voir qu'on peut être redirigé avec cette syntaxe vers une vue qui porte le même nom que nous, ou tout simplement une vue qui a été associée à nous, une action en particulier. On peut être redirigé vers une vue qui est accessible par le même simplement en spécifiant le nom de la vue. On peut avoir accès à une vue qui se trouve qui est associée normalement à un autre contrôleur. Il faut donner son chemin relatif complet. Ça va? Maintenant, allons plus loin. Donc, je vais me débarrasser de mon fameux dossier de vue student parce que j'en ai pas besoin. C'est tout simplement pour des fins de démonstration. Voilà. Et je vais me débarrasser aussi de l'action index, de l'action test et de la vue test puisque j'en ai fini par cette démonstration. Donc, et on va retomber sur le constructeur de base de vue. OK. Donc, ce qu'on aimerait ici, c'est que, et je vais me débarrasser aussi de la index. Donc, ce qu'on aimerait ici, c'est que lorsque l'utilisateur demande la page d'accueil, donc, il tape localhost 2. numéro de port /default/index et que ce soit une page de login qui lui soit affichée. Page de login dans laquelle on pourra insérer notre username et notre password et on aimerait pouvoir recevoir ces informations-là par GET. Donc, il y a plusieurs façons d'y arriver. On peut y aller de manière automatique ou on peut tout coder nous-mêmes. Donc, ce que je vais faire ici, je vais aller dans faisant un peu de ménage encore une fois, je vais aller dans mon dossier modèle, add, un nouvel item. Cet item, je vais choisir une classe que je vais appeler login info. Donc, information de login, parfait. Et on va la créer rapidement.
Donc, je vais aller tout simplement comme ceci. On va y aller avec public. Le login, donc ça va me prendre un username. On est en C#, donc string en minuscule. Donc, public string user. Username. Get set. Et public string une fois get set. OK. Donc, je crée ma classe. Pour que cette classe soit disponible, souvent, il faut prendre la peine de build son projet. Il faut prendre la peine de compiler son projet pour que cette classe soit disponible pour permettre de générer automatiquement des vues. Donc, ce qui a été fait, il n'y a pas d'erreur dans mon projet comme on le voit ici. Et cette classe est dans le package création projet ASP.MVC modèle. Donc, je vais copier, pas le package, mais le namespace. Je vais me rendre dans mon contrôleur par défaut et je vais venir ici, using, voilà. Donc, ce qui fait que maintenant, j'ai accès à cette fameuse vue ici dans mon contrôleur. Donc, je vais générer une nouvelle vue index avec add_view et cette fois-ci, je vais choisir modèle create basé sur quel modèle? Sur le modèle login info. On n'utilise toujours pas de fichier de layout. On fait add. Parfait. Et donc, on a ce magnifique code-là qui a été généré pour nous, qui au final est du HTML, mais qui est généré à partir de la classe A commercial HTML. La classe A commercial HTML contient une série de fonctions qui permettent de générer toutes les balises HTML qu'on connaît, en plus de nous permettre de spécifier leurs attributs, leurs classes, leur ID, etc. Ce qui est important dans cette page pour nous est de réaliser que, puisque au final c'est du code HTML et que on veut exploiter, on veut que ce formulaire, parce que c'est un formulaire, on le sait pourquoi, parce qu'on a begin form ici, puisque ce formulaire doit soumettre de l'information à notre serveur. Comment va-t-il y parvenir? En fait, il va récupérer l'information des différents champs de notre formulaire, donc le champ username et le champ password. Il y a beaucoup de code ici juste pour un username et un password, mais c'est parce que par défaut, ce qui est généré inclut des classes Bootstrap, c'est bien formaté et tout. Mais l'idée est qu'on va récupérer ce qu'il y a dans les attributs username, dans les attributs value, du textbox pour le username et du textbox pour le password. On va instancier un objet de type login info. C'est pour ça qu'on déclare un modèle dans notre page qui est un objet de type login info qui provient du dossier modèle se trouvant dans notre namespace. Donc, cet objet-là va être initialisé et ses propriétés username et password vont être chargées avec les informations récupérées par les attributs value de notre formulaire. Et ces infos vont être soumises à notre serveur. Le problème qu'on a présentement, c'est que côté serveur, la route qui est ici, on appelle ça une action, mais c'est l'équivalent d'une route en Node, par exemple, n'est là que pour des get. Mais nous, on veut soumettre l'information par post. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite prévoir le coup. Donc, je vais venir copier ce qui est mon action get, mais je vais la précéder par
ce qu'on appelle une annotation. Et dans cette annotation, je vais tout simplement mettre HTTP post. Donc, on est habitué au get et au post, mais il y a le get, le post, le patch, le delete. Il y a toutes sortes de requêtes HTTP qui existent. Mais nous, c'est un post qu'on veut. Et on voit que Visual Studio n'est toujours pas content ici. Pourquoi? Parce que le fait de mettre HTTP post ici nous signifie que cette méthode est là pour répondre à un post et celle-ci est là pour répondre à un get, mais leur signature reste exactement la même. Moi, ce que je m'attends à recevoir ici, c'est un objet de type login info. Donc, allons-y. Donc, login info et je vais, tiens, login info en minuscule. Donc, mettons un point d'arrêt ici pour l'instant. Ça va? Donc, je vais lancer mon application. Oups, ici. Donc, dans le vidéo tutoriel sur comment répondre comment transférer de l'information par GET ou par POST au serveur, vous avez vu que soit on peut recevoir en paramètre ici une classe dont les propriétés automatiques dont le nom des propriétés automatiques correspond à ce qu'on a mis à correspond à ce qu'on a mis comme string, comme valeur à l'attribut name des balises de type input dans notre formulaire. Ça, c'était une méthode, mais ça peut être long. Si j'ai 50 informations à récupérer, ben, ça veut dire que je dois avoir une signature ici avec 50 variables. Alors que si j'ai un objet qui contient ces 50 propriétés, tout ce que je fais, c'est recevoir l'objet en paramètre. Mais les deux méthodes sont démontrées dans le vidéo. Donc, moi, je vais utiliser la plus efficace ici, tout simplement. Donc, je vais aller, on va retourner notre fameux formulaire. Donc, voici le formulaire. Moi, ce qui va m'intéresser dans ce formulaire pour l'instant, c'est que si j'inspecte le code source de ma page, regardons bien. Donnez-moi une seconde, je cherche ma... Voilà. Regardez mon formulaire, juste ici. Parfait. Tout le monde voit cette partie que j'ai mis en surbrillance? Donc, le code qui a été généré automatiquement, qui est du code C#, il se traduit par quoi? Il se traduit par du HTML. Et donc, on vise quoi? On vise le default controller et sa méthode index avec la méthode post. Donc, je vais copier ça. Pourquoi? Parce qu'on va le réutiliser dans quelques secondes. Donc, je vais fermer ça et vérifions d'abord que ce formulaire soumet bel et bien l'information du username et du password, pardon, que ce formulaire avec le code qui a été généré ici par défaut, qui a l'air relativement complexe, alors qu'il ne l'est pas. Ça va? On va apprendre à déchiffrer ça dans quelques cours. Mais vérifions d'abord que, comme je l'ai dit, ce formulaire, une fois qu'on met de l'information ici, Toto et Tata, récupère bien cette information, la met bien dans un objet et passe bel et bien cet objet en paramètre à l'action qu'on a définie dans notre contrôleur comme étant l'action recevant en paramètre les informations postées par ce formulaire. Donc, si je fais create, parfait. Donc, on voit que je suis tombé dans mon action de type HTTP post. Et si je viens inspecter mon objet login ici, voilà, on a bien Tata et Toto. Donc, puisque j'ai reçu Tata et Toto dans les propriétés de cet objet, ben, juste ici, si j'ai envie de faire du ADO.NET, ben, je peux venir à ce stade-ci
insérer avec jadeo.net de l'information, cette information dans ma base de données. Si je faisais du link to SQL, j'aurais reçu un objet link instancié et j'aurais pu encore une fois insérer cette information dans la base de données. Mais avant d'attaquer la base de données à proprement dit, ben, moi, souvent, je n'aime pas trop le code obscur qu'on ne comprend pas. Donc, je vais vous prouver que, parce que je ne me souviens plus si je l'ai fait dans le vidéo sur le get et pose, je ne crois pas, je vais vous prouver que le code qui est généré automatiquement ici est équivalent à du code HTML qu'on aurait pu taper à la main. Donc, ce que je vais garder mon modèle juste ici parce que je veux toujours soumettre au, je veux toujours soumettre au formulaire, pardon, je veux toujours soumettre au serveur un objet de type login info. Mais je veux me débarrasser de tout le code généré automatiquement ici pour l'instant. Ça va? Tant qu'on ne comprend pas exactement ce qu'il signifie. Sujet qu'on abordera, comme je l'ai dit, dans quelques cours. Donc, allons-y sans plus attendre. Donc, moi, je voulais un formulaire et j'ai copié. Ah, d'accord. Donc, allons-y. J'ai besoin d'un formulaire. Dans mon formulaire, voici. Donc, je vais lui rajouter une action à mon formulaire. Bon, ce serait peut-être bien si j'écrivais form correctement. Parfait. Donc, je rajoute une action à mon formulaire et je lui rajoute une méthode. À l'intérieur de ce formulaire, donc, allons-y avec un input type texte. Et, donc, le name. Donc, rappelons-nous que dans notre modèle, on a username écrit comme ceci. Donc, je vais venir ici et encore une fois, username. Et bon, pendant qu'on y est, je vais faire la même chose pour l'ID parce que éventuellement, on va vouloir styler tout ce beau monde. Donc, on va avoir besoin de notre ID pour attaquer de manière unique différentes balises dans notre CSS. Et dans notre modèle toujours, on avait password. Donc, je vais prendre password. Je vais retourner dans mon HTML et je vais venir mettre password juste ici. Parfait. Donc, je répète, l'ID n'a rien à voir dans mon exemple. C'est juste que je prends l'habitude de le définir pour que si je veux faire du style par la suite, ben, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Et évidemment, on a un input type submit et donnons-lui une value de create. Parfait. Et je vais fermer cette balise aussi. Donc, j'ai mon formulaire. Évidemment, il ne sera pas très beau, il ne sera pas très stylé. Mais si je lance à nouveau cette application, oups, plutôt, on va stopper. Ça va. On va retourner dans notre HTML. On a recréé notre formulaire, donc on va relancer à ce stade-ci, ce qui fait que l'application est recompilée. Ah, donc on avait oublié nos points d'arrêt, c'est pas un problème. Donc, voilà notre nouveau formulaire. On voit que ce qui a été appelé, c'est la méthode index du contrôleur default, ça va? Donc, laquelle, la première ici, où notre point d'arrêt s'est retrouvé tout à l'heure. Et si je viens taper dessus, tatou,
tattoo et que je fais create, je suis bel et bien redirigé encore une fois vers ma fameuse action qui contient encore une fois tattoo et tutu. Donc, on passe d'un code auquel on est très, très familier avec un code qui avait l'air terrible, en fait. La seule différence ici, c'est que je n'ai pas pris la peine de rajouter des classes Bootstrap, du CSS, etc. Mais je pourrais faire du Bootstrap standard ici, appeler des fonctions jQuery. Ça me ferait un code qui est lisible, qu'on comprend. On serait toujours en ASP.MVC sans pour autant avoir utilisé la classe HTML Helper que Visual Studio utilise en ASP.MVC pour générer du code HTML automatiquement pour nous. Je dis automatiquement, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il nous génère un gabarit automatique, mais lorsqu'on connaît la syntaxe et la manière d'utiliser la classe HTML, on a le contrôle sur absolument tout ce qui est retourné au serveur, ce qui n'était au client, pardon, ce qui n'était pas le cas en ASP Webform. Donc, pour nos premiers laboratoires, on va y aller avec du HTML simple comme ça, puisqu'on voit que ce qui est envoyé à notre client, c'est bel et bien l'objet, le modèle qu'on a déclaré ici. Et plus on va avancer dans la session, plus on va faire disparaître le HTML et le convertir en code, excusez-moi, en code, voyons, et le convertir, pardon, plus on va faire disparaître le HTML écrit à la main et on va plutôt exploiter le HTML qu'on va générer en exploitant la classe HTML et ses différentes fonctions, propriétés, etc., etc. Ça va jusque-là pour tout le monde? Oui. Parfait. Donc, on a fait ici un petit bond en avant dans la matière, tout en résumant certaines des choses qui ont été vues la semaine dernière et dans le vidéo tutoriel. Peut-être si je n'avais pas pris la peine de déclarer ici mon modèle. Donc, si j'enlève cette ligne, ça va, ce n'est plus un objet de type info, login info qui sera passé ici en paramètre. Donc, la syntaxe alternative, si jamais je ne déclare pas de modèle dans mon contrôleur, ce serait plutôt de venir ici et de déclarer string username pour récupérer le username et string password pour récupérer le password. Ça va? Donc, comme je dis, cette méthode-ci fonctionne. Mais si j'ai 50 paramètres à poster à mon serveur, on ne peut pas se retrouver avec une signature ici de 50 paramètres. Ça marche, mais c'est trop long. Donc, on va privilégier la syntaxe avec les objets. Donc, à ce stade-ci, on a validé que ce soit le formulaire qui est généré automatiquement ou le formulaire qu'on a généré nous-mêmes, on a la capacité de recevoir les informations côté serveur par la méthode POST. Maintenant, insérons cette information dans la base de données. Je vais y aller dans un premier temps. OK, on finit à 11h50 si je ne me trompe pas. OK, donc je vais aller dans un premier temps à IDEO.net, juste pour montrer qu'on est capable d'y aller en IDEO.net. S'il nous reste un peu de temps, je vais y aller en Link2SQL pour montrer qu'on est tout aussi bien capable d'y aller en Link2SQL. Ça va? Donc, au prochain cours, on fera en fait, j'allais dire, on fera la démonstration des requêtes de type crew dans Link2SQL, mais en fait, non, puisque c'est exactement la même syntaxe qu'on a vu la session dernière en ASP.MVC, et c'est sur le canal YouTube. Donc, comment faire des insert, create, update et delete en Link2SQL, ça a déjà été couvert, c'est exactement la même syntaxe. Donc, la seule différence, c'est que au lieu de mettre notre code dans une fonction de notre fichier aspx.cs. Ici, on met notre code dans les actions de notre contrôleur, qui est un fichier .cs tout simplement. Donc, allons-y.
Si je veux faire du... Si je veux faire... Pardon, j'ai des intrus dans la maison. Si je veux faire du Adobe.net, ça me prend premièrement une base de données. Donc, je vais y aller rapidement puisque c'est des syntaxes que normalement on connaît déjà. Donc, bouton droit, ajouter, ajouter. Oups, mon application roule, donc on va la stopper. Donc, bouton droit sur mon projet, ajouter. Ouais, hein. New item, merci. Donc, dans Data, on va choisir une base de données SQL Server que pour l'instant, on va encore créer de cette manière, mais je vous l'ai dit la semaine dernière, je crois, je vais vous rediriger très rapidement vers un outil qui s'appelle SQL Server Management Studio. Si je peux le trouver sur mon bureau, voilà. Microsoft SQL Server Management Studio, qui est le vrai outil d'administration de base de données là, pour SQL Server. Mais bon, pour nous simplifier la vie, pour aujourd'hui, restons encore dans Visual Studio. Donc, donne DB, ça va. Donc, add, oui. Donc, ce fichier de base de données va être généré dans mon dossier AppData. Je double-clique dessus. Donc, il n'y a aucune table. Je vais vouloir aller créer une nouvelle table. Donc, je pourrais y aller en code, je peux y aller graphiquement. Je vais aller graphiquement rapidement. OK. Donc, on a notre ID. Vous vous rappelez que notre objet login info, je n'avais pas mis d'attribut ID. Donc, c'est quelque chose que je vais vouloir générer de manière automatique au niveau de la base de données. Donc, je vais venir tout simplement, voyons, l'ID, is identity specification, c'est bon. Donc, is identity, on va mettre ça comme étant true pour que ça incrémente automatiquement par des incréments de 1. Ça va? Je pourrais faire des incréments de 50 si ça me faisait plaisir. Mais bon, on ne permet pas les nuls. Allons-y. On va mettre user name. Fait que je vais mettre, allons-y rapidement. Mettons ça en texte, je ne permets pas les nuls et password. Encore une fois, je vais aller rapidement en texte et je ne permets pas les nuls. On va générer la base de données. Donc, update database. Ça travaille, ça travaille. Et si tout va bien dans le meilleur des mondes, on a une table. Donc, juste pour compléter la discussion, si je viens dans mon fameux outil que j'ai toujours de la difficulté à trouver sur mon bureau, voyons, Microsoft SQL Server Management Studio, que je l'ouvre. Donc, je vous mettrai le lien sur Omnivox pour que vous le téléchargiez d'avance. Parce que petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance dans les laboratoires et qu'on va vouloir avoir des bases de données plus complexes, ben, ce n'est pas très user-friendly de les créer à l'intérieur de Visual Studio, surtout qu'on a plusieurs tables avec plusieurs relations. Donc, cet outil SQL Server Management Studio va devenir notre outil par défaut là, pour administrer et gérer nos bases de données. Donc, ça ne devrait pas trop traîner.
OK, je vais laisser continuer à s'ouvrir. Pour l'instant, je vais continuer dans Visual Studio. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, ma base de données est créée et donc, je vais y rajouter un enregistrement. Je vais ajouter un enregistrement. Ouais, Show Table Data. C'est bon. Et allons-y avec justement Toto ici et Toto et Tata. Ça va, qui est notre seul utilisateur valide présentement. Donc, je vais refresh, les informations sont toujours là. OK, c'est bon, ça semble être prêt. Donc, on va se connecter à notre serveur de base de données qui est sur notre machine. Voici le nom du serveur par défaut SQL Server qui s'installe sur votre ordinateur avec Visual Studio. Donc, je fais Connect si tout va bien. Donc, je suis connecté et on voit ici les différentes bases de données. Voilà, DB Student se trouve juste ici. Si j'éclate DB Student, is not accessible. Oui, bon, c'est parce que présentement, il est utilisé par Visual Studio. Mais donc, ouais. Donc, quand je vais stopper l'utilisation dans Visual Studio tout à l'heure, ben, je pourrais ouvrir ma base de données ici, je pourrais voir ces diagrammes entité-relation, je pourrais exporter le code en fichier .sql, etc., etc. Bref, voilà. Donc, j'y reviendrai. Donc, j'ai ma table ici dans laquelle j'ai un utilisateur. Donc, ce qu'on aimerait faire dans notre contrôleur, c'est que l'information qu'on reçoit ici de notre login info, ben, on aimerait que cet objet soit capable de nous dire si ces informations de login sont valides. Donc, je pourrais coder la logique ici, mais en MVC, on sait que normalement, toute l'intelligence doit être à l'intérieur des modèles. Donc, ce que je vais peut-être plutôt préférer faire, c'est venir ici dans Login Info et à l'intérieur de Login Info, je vais me créer un public, booléen, ça va, is login info valide. Donc, c'est une fonction qui va faire quoi? Qui va avoir accès, évidemment, aux informations de username et de password qu'on aura reçues à travers notre formulaire et qui va pouvoir exécuter les requêtes vers la base de données pour vérifier si ce username et ce password existent bien dans la base de données. Donc, pour être capable d'interagir avec la base de données, on peut le faire en link par défaut ici, mais comme je l'ai dit, mon but est d'exploiter le ADO.NET. Donc, je vais y aller avec using system.data. Donc, est-ce qu'on se souvient lequel de ces namespaces il faut utiliser si on veut interagir avec une base de données, un fichier de base de données SQL Server? Quelqu'un? Pardon? SQL Client. Donc, SQL Client pour un fichier de base de données SQL Server, alors que SQL pour une base de données SQL Server. Donc, il y a une petite subtilité entre les deux. Donc, on va y aller comme ceci. Donc, juste pour enlever le message d'erreur pour l'instant, je vais return false. OK. Donc, allons-y. Donc, de quoi on a besoin? On a besoin d'une connexion, évidemment, à la base de données. Donc, on sait que
ça va être un SQL connection que j'ai l'habitude d'appeler con égale new SQL connection et on va chercher la connection string comme on a été habitué à le faire où on vient sur notre base de données ici, dans son panneau de propriété, on a la connection string. Donc, je peux aller gentiment copier, CTRL-C. Donc, on a appris la session dernière que le link to SQL nous simplifie un peu la vie avec ces étapes. Et je l'ai dit, je le redis, on va travailler beaucoup avec du Link to SQL, du Entity Framework, mais je veux quand même au moins une fois vous remontrer le ADO.NET puisque certains projets vont vous demander de faire du ASP.MVC avec du ADO.NET. Donc, juste pour que ce soit clair dans vos esprits, où placer les morceaux que vous connaissez déjà pour que ça fonctionne. Donc, j'ai ma connexion. Une fois que j'ai ma connexion, on va y aller avec un bloc try parce que interagir avec une base de données est une opération qui peut générer des exceptions. On va y aller avec un catch où on va potentiellement attraper une exception dans notre variable EX et on verra ce qu'on fait avec cette exception ici. Mais au final, donc dans le bloc finally, au final, on veut, quoi qu'il advienne, toujours être en mesure de fermer notre fameuse connexion. Donc, connection.close. Close, parfait. Je vais définir aussi, juste ici, une variable de type booléen. Donc, boolean status que je vais mettre par défaut à false et c'est le status qu'on va retourner. Status, parfait. Donc, allons-y. J'ai ma connexion. Allons-y avec notre requête. Donc, on se rappelle que c'est un SQL command. Donc, command. CMD égale new SQL command. Notre requête, c'est une string, évidemment. Premier paramètre, une string. Deuxième paramètre, la fameuse connexion à travers laquelle on veut véhiculer la requête vers la base de données. Donc, ma string select all from ma table s'appelle, malheureusement, j'ai laissé table comme nom de table, ce qui, bon, je vais y aller, mais ce qui peut potentiellement causer des problèmes puisque table, table est un mot-clé SQL, donc j'aurais dû changer le nom de ma base de données, mais bref, pour l'exemple de code ici, je vais le laisser tel quel, donc from, select from table, where user name, where username égale, ben, je vais mettre un A commercial user, ça va, and password égale, je vais mettre un A commercial PW. Donc, voilà ma fameuse requête ici qui finit avec un point virgule et les guillemets. Ça va donc une requête SQL standard. Il faut maintenant que je vienne remplir les fameux paramètres. Donc, ce que je vais faire juste ici. Donc, cmd.paramètres
parameters.add with value et que ce qu'on va passer ici, on va dire que notre paramètre A commercial username, ben, on veut le remplacer par quoi? Par this.username, le fameux username qu'on reçoit en paramètre et que cmd.parameters.add with value, encore une fois, on veut le remplacer avec quoi? Avec A commercial PW. Pardon, le A commercial PW, on veut le remplacer plutôt avec this.password. Ça va, donc on utilise nos propriétés automatiques. Donc, et ce qu'on veut, allons-y comme ceci. Je vais y aller avec un int cnt égale 0. Donc, allons-y comme ceci. Donc, on va exécuter notre requête. Ça va nous prendre un data reader. Donc, SQL data reader égale. On se rappelle que quand c'est un select, c'est cmd.execute reader, tout simplement. Quand c'est un update, un update, un delete ou un insert, c'est, voyons, execute non-query. Donc, j'ai mon reader et maintenant, je dois itérer à travers mon reader. Donc, on va dire que while reader.read read qui est une fonction. Donc, ça me prend ceci. While reader.read, c'est les accolades dont j'ai besoin. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire CNT tout simplement. Donc, l'idée ici est que il ne devrait y avoir qu'un seul enregistrement dans la base de données qui a cette combinaison de username et de password. Donc, mon CNT devrait finir avec la valeur 1, tout simplement. Donc, je vais aller comme ceci. On pourrait faire un if, mais je vais en profiter pour utiliser une structure de décision qui existe en C, en C++, en C++, en PHP, en C#, qu'on utilise rarement, mais qui permet d'accélérer l'écriture du if-else if. Donc, je vais aller comme ceci. Je vais aller avec mon fameux statut égal. Donc, voici ma condition. Si CNT est égal à 1, ça va. Si CNT est égal à 1, bon, ça marchait comment? Si CNT est égal à 1, j'ai besoin, où est mon point d'interrogation sur ce clavier? Ah, donc, alors, je veux retourner true dans statut. Oups. Donc, je veux retourner true dans statut. Sinon, je vais retourner false dans statut. Ça va? Donc, ceci, donc, on place la condition. On place un point d'interrogation, on place la valeur de retour si jamais la condition est vraie, et on place 2 points, on place la valeur de retour si jamais la condition est fausse. Donc, c'est une manière rapide d'écrire un if-else simple en réalité. Et je répète, c'est valide
en C, en C++, en C Sharp, c'est valide en Java aussi, c'est valide en PHP, dans plusieurs langages de programmation. Donc, et on retourne notre fameux statut. On a oublié une petite chose ici. Avant d'exécuter la requête, il faudrait ouvrir la fameuse connexion. Donc, connection.open. Et voilà. Donc, on a mis l'intelligence. Ouais. Donc, si jamais... Donc, je ne vais pas gérer l'exception pour l'instant, mais on pourrait faire toutes sortes de choses ici pour répondre à une exception. Donc, si jamais le login réussit correctement, ben, ce qu'on va retourner, c'est true. Sinon, ce qu'on retourne, c'est false. Donc, au niveau de mon contrôleur, ben, ce qui va me rester à faire, c'est ceci. Regardez bien. Donc, imaginez que je crée deux vues supplémentaires ici. Ça va? Dans mon dossier vue. D'ailleurs, je peux venir dans Default, Add. Je peux rajouter des vues aussi. Donc, ces vues-ci ne sont associées à aucun contrôleur par défaut. Je vais rajouter une vue qui s'appelle Success. Ça va? Donc, elles sont associées au contrôleur default, excusez-moi. Succès, si jamais le login réussit, je vais rajouter une autre vue qui s'appelle failed, si jamais le login échoue, juste pour notre exemple du jour. Donc, failed, si jamais le login échoue. Donc, je vais retourner dans mon contrôleur de départ qui est où? Voilà, dans mon contrôleur de départ. Et je vais faire ceci. Donc, on sait déjà qu'on reçoit l'information du username et du password juste ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec cette information? Je vais tout simplement faire if. Donc, login info, mon objet, point is login valid. Donc, is login valid qui va me retourner true ou false. Donc, si le login est valide, j'aimerais retourner mon utilisateur vers la vue Success. Donc, on va faire un return view et passer en paramètre tout simplement Success. Et on a le droit, pourquoi? Parce que la vue Success Index et Failed se trouve dans le même dossier, le sous-dossier Default de View, donc les vues associées au contrôleur default. Et donc, évidemment, vous auriez compris que mon else sera quoi? Mon else sera return view. Si jamais le login échoue, je veux retourner sur la vue actuelle. Sinon, je pourrais dire que si le login échoue, je veux retourner, excusez-moi, je veux plutôt rediriger l'utilisateur vers la view failed. Donc, aussi simple que ça. Donc, si je regarde ici dans mon contrôleur, ben, mon contrôleur, son travail, c'est d'aiguiller l'utilisateur dans une direction ou dans une autre. Ça va? Ce n'est pas donc, le rôle de mon contrôleur est de recevoir les informations fournies par l'utilisateur à travers la vue, de choisir le meilleur modèle pour l'aider à faire son travail. Dans ce cas-ci, vérifier le login. Une fois que le modèle lui donne le résultat, le travail du contrôleur est d'identifier la meilleure vue pour afficher le résultat. Donc, le contrôleur ne devrait jamais faire de calcul intensif. Le contrôleur est un aiguilleur, un brigadier tout simplement. Toute l'intelligence, tous nos algorithmes devraient normalement être mis à l'intérieur de comment dire,
des modèles. Donc, si je vais exécuter, c'est possible que ça plante. Pourquoi? Parce que j'ai fait une erreur tout à l'heure. J'ai laissé ma table nommée table. Ça va, ce qui peut causer des problèmes puisque table est un mot-clé, mais on devrait quand même pouvoir s'en sortir. Donc, je vais lancer l'exécution à la page index. Et si je me rappelle bien, qu'est-ce qu'on a mis dans la base de données comme information? On a mis Toto comme user et Tata comme password. Donc, allons-y comme ceci. Je vais enlever le point d'arrêt ici. Je vais plutôt mettre mon point d'arrêt là. Et dans notre login info, je vais aussi venir mettre un point d'arrêt euh, juste ici et juste là. Donc, au début de ma requête et au niveau de la récupération du résultat. Donc, allons-y. Donc, lançons le tout. Ça ne devrait pas être trop long. OK. Donc, on a dit Toto ici. On a dit Tata ici. Bon, une autre chose importante, c'est que si on veut comparer à ce qui se trouve dans la base de données, ce qu'on récupère ici, on devrait le trim avant d'essayer de comparer à des strings qui sont dans la base de données, parce que si on a juste un espace supplémentaire avant ou après, ben, la comparaison va échouer. Mais bon, donc on se retrouve côté base de données. On a bien notre Toto et notre Tata. Donc, si j'exécute pas à pas, donc je vois que je tombe bel et bien dans ma méthode isLoginValid. On va step over. Allons-y, step over, step over. On initialise nos paramètres, on ouvre la connexion, on exécute la requête. Bon, et voilà. On a une exception, c'est ce à quoi je m'attendais. Allons voir le texte de l'exception. Voilà, donc si j'inspecte, voilà. Donc, incorrect syntax near keyword table, ben, c'est tout simplement parce qu'une table ne peut pas s'appeler table, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Hein. Donc, vous savez comment faire le correctif. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde ce qui vient de se passer? Oui. Ça va? Donc, il y a juste Vincent qui répond oui. Là. Donc, je prends pour acquis que c'est le porte-parole du groupe et que tous les autres sont d'accord avec Vincent. Parfait. Donc, comme je dis, j'essaie juste de prouver ici que ce qu'on a appris la session dernière en termes d'accès aux bases de données, ça tient toujours. Ça va? Mais pour des raisons de technologie, de standards, de manière de faire en entreprise, on va souvent faire du ASP-MVC avec du Link to SQL ou du Entity Framework et non pas avec du ADO.NET. Mais si vous en avez besoin, si jamais, par exemple, le link to SQL ne permet pas d'interagir avec un serveur de base de données particulier, le ADO.NET va toujours permettre de le faire parce que c'est la technologie de base sur laquelle s'accroche le link to SQL et sur laquelle s'accroche aussi, excusez-moi, le Entity Framework qu'on va apprendre par la suite. Ça va donc, encore une fois, à ce niveau-ci, je vais stopper l'enregistrement. Euh, on va prendre une petite pause, ce qui fait qu'en revenant de la pause, ben, on va modifier encore une fois ce code, mais cette fois-ci pour y aller avec une classe Link to SQL. Donc, une fois que ce sera fait, ben, vous comprenez déjà, et je n'ai pas encore stoppé l'enregistrement, c'est bon. Une fois que ce dernier exemple sera fait, ben, vous comprenez déjà qu'on sait comment créer un contrôleur, on sait que
les actions qu'on déclare dans le contrôleur peuvent servir à demander des ressources, donc avec des get, ou à recevoir de l'information avec des poses. On sait déjà qu'on peut générer automatiquement des formulaires et toutes sortes de ressources, mais on sait aussi que on peut coder directement dans un fichier .csv HTML à la main. On a vu aussi rapidement la semaine dernière comment est-ce qu'on peut passer des éléments paramètres du serveur vers le client. Donc, d'une action se trouvant dans le contrôleur vers vers une vue. En fait, on passait des objets et on affichait tout simplement les strings de ces objets. Donc, au lieu de faire du ADO, au lieu de faire du link to SQL tout à l'heure, parce que ça peut être un peu long, tout structuré, ce que je vais plutôt faire, pour terminer, en revenant de la pause, c'est que du côté contrôleur, je vais créer un tableau d'objets. Ça va, un tableau de students. Et on pourrait prendre pour acquis que ces students-là sont des students que j'ai récupérés de la base de données suite à une requête select. Et moi, j'aimerais envoyer ce tableau d'objets vers un fichier .cshtml pour être capable d'afficher l'information de tous ces élèves. Donc, c'est ce qu'on va faire en revenant de la pause. Encore une fois, en prenant pour acquis que, bon, on sait déjà comment faire du link to SQL. Donc, je vais le redémontrer probablement mercredi, mais en retournant voir le vidéo sur le link to SQL et en regardant ce qu'on a fait avec le ADO.net, ça vous dit, en fait, je crois là très clairement, où est-ce qu'on doit mettre notre code link to SQL dans une application ASP.MVC pour être capable d'effectuer des requêtes de type CRUD. Mais bon, on le fera quand même en classe. Donc, on a déjà les éléments, en réalité, pour être capable d'attaquer notre premier laboratoire, puisque du côté CSHTML, on sait qu'on peut faire du HTML pur, on sait comment échanger de l'information entre les clients et le serveur. On sait comment interagir avec la base de données. Donc, il y a moyen de commencer à faire des choses un peu intéressantes. Donc, attendez-vous à ce que mercredi, à ce que jeudi matin, on présente le premier énoncé de laboratoire. Donc, il est 10h58, je vais arrondir à 11h. Revenons à 11h15. Et à partir de là, je ferai la dernière petite démo. Donc, comment passer un tableau d'objets en réalité à un fichier .cshtml et comment ce fichier .cshtml, avec ce qu'on appelle une expression razor, peut itérer à travers chacun des objets de ce tableau d'objets pour afficher un résultat dans l'interface usager. Donc, je stoppe l'enregistrement